Dans les années 50, alors que le transport aérien gros porteur ne cesse de grandir, avec le Boeing 707, la Caravelle ou le DC-8, les avions court-courrier commencent à se frayer un chemin et arrivent à commencer à intéresser de nombreuses compagnies, et donc de nombreux constructeurs reçoivent des commandes. En 1962, l'avion français Nord 262 de Nord Aviation voit le jour et a un succès mitigé avec une centaine d'avions produits. Mais ça, c'est surtout car l'avion était pressurisé, ce qui n'était pas courant dans les avions court-courrier de l'époque. De Havilland, Canada, continue la course au court-courrier avec le DHC-6 en 1965. L'avion n'est pas pressurisé, mais offre de superbes performances grâce à sa capacité à atterrir sur de très petites pistes, ce qui servira beaucoup dans les petites compagnies régionales. Le constructeur brésilien Embraer créera l'Embraer 110 en 1968, qui permettra aux constructeurs de percer dans le monde commercial de l'aviation. Havilland Canada continuera sa série d'avions avec le DHC-7 en 1975, qui fut produit 113 fois, ou encore le DHC-8 en 1987, qui fut un succès commercial avec 267 avions produits. Bref, les avions court-courrier ont pris leur envol. À la fin des années 70, le constructeur italien Air Italia, appartenant au constructeur Leonardo, réfléchit à un nouvel appareil court-courrier. Au même moment, en 1979, le constructeur français Aérospatiale présente au Salon du Bourget un projet d'avion court-courrier. C'est pour cela qu'une coopération est créée le 4 novembre 1978, qui donne naissance au constructeur franco-italien ATR, autrement dit avion de transport régional. Ce constructeur cherche à créer une nouvelle gamme d'avions, plus confortables et faciles à piloter. Les avions créés seront assemblés à Toulouse, où le siège d'Airbus sévit aujourd'hui. L'ATR-42 est le premier avion du constructeur franco-italien. C'est un avion à hélice dont la conception se déroule dans de très bonnes conditions. Le 16 août 1984, le premier prototype effectue son premier vol. Alors que l'avion n'est même pas encore mis en service, ATR reçoit de nombreuses commandes de compagnies, comme Air Littoral, Finnair ou Command Airways. En septembre 1985, l'avion est certifié par la Fédération internationale de l'aviation. Et en décembre, il est mis en service. Rapidement, la centaine d'avions est livrée le 22 août 1988 et le 300e avion est livré le 30 septembre 1992. ATR ne cesse d'améliorer les capacités de son appareil en créant de nouvelles versions. La première version de l'appareil mesure 23 mètres de long et peut accueillir 48 passagers. Mais différentes versions peuvent faire varier ce chiffre. La version dérivée la plus vendue fut l'ATR 72. Développée quelques années après le premier vol du 42, l'ATR 72 effectue son premier vol le 27 octobre 1988 et est mis en service en 1989. Immédiatement, l'avion attire de nombreuses compagnies aériennes, dont FedEx ou Air Algérie. Il devient alors le modèle d'avion le plus vendu, avec environ 1700 ventes. Un véritable succès. Encore aujourd'hui, l'ATR 72 est toujours produit. De nombreux constructeurs essaieront de concurrencer ATR. Par exemple,
le constructeur hollandais Fokker sortira le F-50, qui ne représentera pas grande concurrence. Moins rapide et ne pouvant transporter que 58 passagers contre environ 74 pour l'ATR, il ne convaincra pas de grandes compagnies et Fokker abandonnera la concurrence en 1996. Le meilleur concurrent d'ATR restera sans doute le Q400 de De Havilland Canada, une version améliorée du court-courrier DH-C8. Sorti en 2000, le Q400 offre de meilleures performances que l'ATR 72, mais est néanmoins plus cher à entretenir et consomme davantage de kérosène. Il reste le plus grand concurrent du 72. Comme nous l'avons vu, les avions ATR ont tous eu un succès immédiat. Mais alors, quelles sont les causes? Déjà, le fait que les avions court-courrier subissent un grand développement depuis le début des années 60 et l'offre et la demande des compagnies régionales ne fait qu'accroître. ATR a en plus de cela révolutionné le monde des avions court-courrier en créant des avions moins chers à entretenir et plus confortables à piloter, en plus du fait que les ATR sont des avions qui font un certain effort sur l'écologie. Bon, attention, c'est pas encore parfait. Mais ATR a un certain succès en Asie, principalement dans les pays comme le Cambodge, Singapour ou la Malaisie. Mais le pays qui profite grandement des ATR, c'est l'Indonésie, avec une commande récente de 25 ATR 72-600 par la compagnie Garuda, qui cherche à obtenir des avions pouvant faire de petits vols régionaux. Mais ce n'est pas la seule compagnie indonésienne à convoiter les ATR 72. Il y a aussi Wings Air qui n'en compte pas loin des 65. Mais il y a différentes raisons du succès d'ATR en Asie du Sud-Est. Déjà le fait que l'avion est très utile pour les provinces isolées dans ces différents pays. Les meilleurs exemples sont les Philippines ou l'Indonésie. Mais surtout, rapport qualité-prix, les ATR sont très rentables et offrent de superbes performances, surtout pour des avions à hélice. Mais un sujet me chiffonne, où est l'écologie? Les avions ATR méritent-ils vraiment leur certification verte? Spoiler, oui. Il a été prouvé que les avions à hélice modernes consomment 2 fois moins de kérosène que les avions à moteur à réaction sur les mêmes distances. Dans les années à venir, ATR prévoit de lancer la gamme des Evo, qui devrait être encore plus écologique et responsable. Ce projet pourrait voir le jour vers 2030. Voilà, c'était la première vidéo de l'année de 2025. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et cette vidéo est dédiée au beurre et aux familles. Bonne année 2025 à tous.